Joseph Staline, s'il est un nom qui longtemps fit régner la terreur ou suscita l'adulation totale, ce fut bien ce personnage-là. Au départ, il naît dans une obscure famille, quelque part en Géorgie, à Gori exactement, une petite ville, à quelques dizaines de kilomètres de Tiflis, la capitale, d'un père cordonnier et d'une mère d'abord femme au foyer, qui deviendra par la suite femme de ménage et servante d'église. On a dit de son père comme de sa mère qu'ils avaient pu être ossètes, c'est-à-dire une population de Géorgie qui n'était pas géorgienne et où il y avait une forte minorité musulmane. Toutes les recherches ont abouti à ce qu'aucune trace de cette prétendue origine ossète n'a jamais pu être trouvée. Il semble que ce soit uniquement les ennemis géorgiens du futur Staline qui aient répandu cette légende. Son nom d'origine, Joseph Staline, est Djougashvili, c'est-à-dire le fils de celui qui fait des joues de bœuf. Lui, il fera des joues pour le peuple russe, mais ceci est une autre histoire. Donc, Joseph Djougashvili est un petit garçon qui naît d'une mère très pieuse, très proche de l'Église orthodoxe et d'un père très porté sur l'alcool et petit chef d'entreprise malheureux qui tombe à un statut d'ouvrier, ce qui le rendra aigri et violent, et de plus en plus adepte de la consommation de boissons alcoolisées. Cela dégénérera de façon telle que finalement le ménage éclatera, le père de Joseph le battant régulièrement et étant fort peu présent au domicile, finira par exiger que son fils, qui rentré au petit séminaire à Gori montrera d'excellentes dispositions de très bon élève, il exigera donc que son fils lui soit remis pour qu'il travaille comme lui comme cordonnier à Tiflis. La mère s'y opposera, le père emportera le fils quand même à l'usine et la mère de Joseph recourra à la justice pour récupérer son bambin et le remettre au petit séminaire où il poursuivra de bonnes études. À ce sujet, il faudra remarquer que la Géorgie était possession russe depuis peu de temps et que la langue de l'Empire du Tsar y fut introduite à côté du géorgien au moment où Staline avait une douzaine d'années. À ce moment-là, les élèves géorgiens boycottèrent tous en bloc la langue russe devenue obligatoire. Un seul élève continua à apprendre le russe, c'était le petit Joseph, surnommé Zozo dans son enfance par sa mère et ses petits camarades. C'est un détail quand même qui eut une grande importance par la suite. Donc Joseph pousse, il a été débarrassé de son père par la justice, il subira quand même une grave maladie, la variole qui lui laissera le visage grêlé pour toute sa vie, et à un accident par une voiture à cheval qui lui vaudra une sérieuse blessure, sans parler des séquelles des coups reçus par son père. Des accidents de la vie, comme on dit au XXIe siècle, assez brutaux. Joseph poursuit de bonnes études et sa mère, grâce à l'aide de l'Église orthodoxe, fera tout pour qu'il aille au grand séminaire de Tiflis. Il jouissait déjà d'une bourse de l'Église à Gori et au grand séminaire, il aura une bourse étendue à Tiflis. Et il sera régulièrement premier de sa classe pratiquement dans toutes les matières, y compris les chants liturgiques. Alors, en grandissant, il contractera une sévère inimitié, un rejet envers ses camarades nationalistes géorgiens, et il se produira une cassure en lui pour des raisons qui lui sont propres.
il développera plutôt un certain attachement déjà dans l'adolescence vis-à-vis de la Russie et une suspicion certaine envers les fils de privilégiés, les fils et petits-fils de prêtres orthodoxes qui sont avec lui et qui sont plutôt des patriotes géorgiens. C'est une incidente à noter d'ores et déjà. Les années passent, il grandit. Un jour, pour aller vite, il perdra la foi et il rejoindra les révolutionnaires athéistes, la frange la plus prospère à ce moment-là en Géorgie est le Parti ouvrier social-démocrate, c'est-à-dire les partisans de Karl Marx. Alors il y a deux tendances, déjà à ce moment-là, la tendance minoritaire des mencheviks, la tendance majoritaire des bolcheviks, qui s'opposent sur un certain nombre de points de doctrine, bien que toutes deux admiratrices du matérialisme de Marx et partisanes de l'éviction de la Russie, de l'abolition de l'Église, etc. Alors, naturellement, il rentre en rupture avec la direction du séminaire, qui ne prendra jamais de sanctions sérieuses contre lui, contrairement à une légende persistante. Pourquoi? Parce qu'elle a remarqué qu'il combat à l'intérieur du séminaire l'influence des jeunes bourgeois parmi les futurs popes, les futurs prêtres orthodoxes. Il combat donc la tendance social-démocrate dite minoritaire qui est très proche des nationalistes géorgiens qui sont, pour la direction du séminaire, comme pour l'administration russe plutôt, les ennemis principaux. Donc il jouira d'une certaine tolérance, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire approbation. Aucune sanction ne sera jamais prise contre lui, malgré tout ce qui a pu être écrit, il n'en existe aucune trace. Vers ses 17-18 ans, la catastrophe prévisible se produit, il néglige totalement ses cours, lui qui était premier élève, premier de la classe jusqu'à là, il néglige tout, et il finit par faire beaucoup d'écoles buissonnières en ville, et il n'est toujours pas exclu, il s'exclura de lui-même en ne participant plus aux examens de fin d'année, en quittant le séminaire de son propre fait, je répète, sans avoir jamais été sanctionné fondamentalement. Que va-t-il devenir? Inutile de dire que, bien qu'il n'ait jamais été bavard là-dessus, que sa mère a trouvé ses sacrifices en tant que servante, en tant que à donner au service de l'Église, tout ça pour aboutir à un tel résultat aussi lamentable. Bon, elle a jugé ceci catastrophique. Bon, mais c'était son fils unique. Il y avait eu 3 autres bébés, tous morts dans la petite enfance. Donc, c'était particulièrement dur pour Catherine Djougashvili, sa mère. Donc, le jeune Djougashvili part pour une vie de vagabond, d'aventurier, se faisant héberger par des militants social-démocrates bolcheviques de Géorgie, couchant rarement au même endroit, commençant à avoir des activités politiques paralégales, extralégales, antilégales, qui l'amènent à s'occuper de plusieurs grèves dans des sens de durcissement et d'incidents violents. Naturellement, il va se faire repérer par la police et bientôt, il y aura les premières arrestations, les premiers séjours en prison, les premières déportations en Sibérie, qui ne seront d'ailleurs bénignes et limitées en temps, et il y aura de nombreux retours avec des évasions réelles ou prétendues. Encore aujourd'hui, tout ceci est très flou. De là, les bruits qui courront avec de plus en plus de persistance, qu'il aurait été un agent de l'Okhrana. Ceci c'est-à-dire la police secrète du tsar, incorporée par la gendarmerie du pays, et qui avait des méthodes d'ailleurs de déduction extraordinairement modernes, comme on dirait aujourd'hui, mais l'Okhrana ne l'a jamais vraiment persécuté avec férocité.
ce qui a donné lieu à certains soupçons, en particulier de ses ennemis nationalistes géorgiens et minoritaires du parti marxiste de Russie. Alors petit à petit, il va faire son chemin dans ce mouvement, en participant à des réunions à l'étranger, à Tammerfors, en Finlande, puis il participera à un congrès, puis on le verra à Bruxelles, en Belgique, on le verra à Londres, en Grande-Bretagne, et petit à petit, il deviendra délégué au Congrès, et puis vers 1912, en 1912 d'ailleurs précisément, nous le verrons entrer dans la direction, par la toute petite porte, par cooptation, comme remplaçant dans la direction du parti bolchevique. Tout cela parce que il est devenu un admirateur de Lénine, Ulyanov dit Lénine, qui dirige cette fraction des sociodémocrates russes et qui a une vision bien plus extrême que celle des minoritaires, dit les mencheviks. Donc, maintenant, pouvant se glorifier de l'appartenance à la direction du parti bolchevique au niveau suprême, Joseph Djougashvili prend un certain nombre de responsabilités. Il avait commencé d'ailleurs à s'occuper d'une mission spéciale au moment de la révolution ratée de 1904-1905 en Russie tsariste, pendant la guerre russo-japonaise. Il s'occupait de ce qu'on appelait les expropriations, c'est-à-dire banditisme pur et simple, consistant à des extorsions de fonds de propriétaires d'usines sous menace de mort, consistant à des attaques de convois de transport de fonds, etc. L'expropriation la plus importante dont se soit jamais occupé Joseph Djougashvili est la fameuse affaire de Tiflis en 1907, où l'escorte d'un convoi de la Banque impériale est attaquée. Il y a plusieurs tués, il y a 50 blessés sur la place principale de la ville. C'est un certain Koba, surnom de Djougashvili, qui a fait le coup. L'argent est transmis à Lénine dans son exil, et Lénine prononce la phrase fameuse à l'époque sur Djougashvili. Il l'appelle « ce merveilleux géorgien » pour ses qualités, il faut bien le dire, de vulgaire bandit de droit chemin. Mais il est particulièrement bien noté maintenant par Lénine. Mais naturellement, il s'est fait sérieusement repérer par la police tsariste, qui l'apprécie pour sa lutte contre les concurrents du parti bolchevique, les minoritaires, les mencheviks, les anarchistes, les socialistes révolutionnaires et autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il transmet des renseignements à l'Okhrana pour démanteler les organisations révolutionnaires qui sont aussi bien les ennemis du tsarisme que ceux du parti bolchevique. Il joue sur les deux tableaux. Et donc, il s'en tire pas trop mal. Des arrestations suivies d'évasions curieuses, voire de séjours très brefs en détention se succèdent. Mais un jour, il va passer les bornes. Fin 1912, il est passé à un stade supérieur. Pour la première fois, Lénine lui confie une mission autre que celle d'organisation d'actes de banditisme. Il est chargé de rédiger un projet en tant que minoritaire national, un projet d'organisation de la future Russie devenue bolchevique, quant au point de vue des nationalités. Il jette des idées sur le papier qui seront exploitées par Lénine et qui deviendront la future constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques quelques années plus tard. Indéniablement, on y reconnaît la patte de Staline, et avec non moins de sûreté, on peut reconnaître qu'il ménage soigneusement les intérêts dans cette mosaïque en principe
mondialiste, Union des républiques socialistes des conseils, il n'y a pas de limite, mais la primauté russe est bien assurée. Beaucoup de monde s'en apercevra par la suite. Et ça sera un grand chapitre de l'histoire de l'Union soviétique, assez tumultueux, voire sanglant. Donc, il pousse, il monte, et pour son malheur, il va avoir des responsabilités à exercer à Saint-Pétersbourg début 1913, parce que Lénine le trouve de plus en plus intéressant, et là, il va se heurter à un concurrent qui s'appelle Malinovski, et qui, lui, est indéniablement un agent patenté de l'Okhrana. Immédiatement, Malinovski décide de l'éliminer, et se rendant à une réunion en début 1913, eh bien, Joseph Staline, oui, j'ai dit Staline, est arrêté par l'Okhrana, dûment condamné à quelques années d'éloignement en Sibérie, et le tour est joué. J'ai dit Staline, ce qui veut dire d'acier en russe, c'est son pseudonyme depuis fin 1912. Donc Staline commence sa carrière sous ce pseudo, et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, je note qu'il n'écrit plus en géorgien, mais qu'il n'écrit plus qu'en russe. Russe qu'il parlera toujours avec l'accent géorgien, mais il n'écrira plus dans sa langue natale, il sera entièrement russifié de culture. Il le prouvera à maintes occasions. Le voilà donc déporté, mis hors circuit. Comme on sait, la guerre mondiale éclate en août 1914. Elle dure, elle traîne. Staline, lui, se contente de végéter plus ou moins en Sibérie. Naturellement, il y devient pêcheur, il y devient chasseur, il y devient don Juan. Il a plusieurs aventures féminines, il y parfait son éducation avec une vaste bibliothèque, il y fraternise avec son gardien gendarme de l'Okhrana, ils boivent ensemble, ils s'amusent ensemble. Il a un collègue peu compréhensif pour ça, un nommé Sverdlov, qu'il retrouvera par la suite, Jacob Sverdlov, qu'il apprécie peu, mais les années passent, il parvient à faire parvenir une lettre, il parvient à communiquer, une lettre à Lénine dans laquelle il se plaint de ce qui lui arrive et qu'il s'ennuie, qu'il végète, etc. Ce n'est pas pour autant, cette fois, qu'il va parvenir à ses évasions d'antan. Puis il est avisé, il passe en conseil de révision, comme tout le monde, et puis finalement on décrète que pour des raisons physiques, son bras gauche atrophié, etc., il ne peut pas être militaire. Ceci sera transformé en légende par la suite. On dira que c'est à cause de ses opinions révolutionnaires que l'armée tsariste n'en voudra pas. C'est archi faux. Il n'était pas capable d'être militaire du fait des problèmes de sa petite enfance, entre autres les coups par son père. Voilà. Et puis, brusquement, le miracle se produit. C'est la fameuse révolution de février, appelée révolution de mars 1917 en Occident, du fait de la différence de calendrier. Staline, enfin, eh bien, voit la libération et il se dépêche de rentrer pour Saint-Pétersbourg, ce qui prend quand même pas mal de temps, vu désorganisation des communications, lenteur des transports, etc. À une escale, il est avec un certain Kamenev, qui est le beau-frère d'un certain Trotsky, et ils envoient un message pendant leur halte à Saint-Pétersbourg, au parti, pour approuver le maintien de la monarchie en Russie par le choix de l'un quelconque des grands-ducs. Bon, le tsar a abdiqué, il faut maintenir la monarchie et tenter la révolution derrière un nouveau monarque. Incroyable mais vrai. Chose curieuse, ça ne lui sera jamais reproché. Kamenev, lui, finira très mal. Mais ceci est une seconde histoire. Mais lui, Staline, ne sera jamais condamné pour cet acte incroyable, avoir voulu maintenir la monarchie par une déclaration, une proclamation à l'occasion d'une escale du Transsibérien. Mais il règne un tel désordre à l'époque que le message se perdra beaucoup d'autres. Et quand il arrive à Saint-Pétersbourg, il verra un certain Molotov surgir,
Il réclame, ce titre lui avait été donné début 1913 par Lénine, le droit de participer à la publication du journal La Pravda, La Vérité, l'organe des bolcheviks. Ça lui est refusé par le rédacteur en chef en poste qui s'appelle Molotov. Un Molotov, un nom que nous entendrons bientôt du côté de Staline. Donc une vie nouvelle commence pour Staline dans les plus mauvaises conditions. Il a raté le début de la révolution, il a montré en chemin qu'il n'avait pas compris vraiment qu'il s'était passé des événements définitifs, et il est coupé de ses camarades qu'il n'a pas vus depuis plusieurs années. Donc pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, on ne va pas entendre parler de lui, et on va très peu entendre prononcer son nom aussi pendant le fameux coup d'État militaire du 7 novembre 1917, selon le calendrier occidental, la révolution d'octobre, selon le calendrier en usage à l'époque en Russie, eh bien, il sera pratiquement inexistant. Et d'un seul coup, le miracle à nouveau se produira, de même que la chute du tsarisme, totalement inespérée. Le miracle se produira, la Pravda sort avec la liste des commissaires du peuple, les nouveaux ministres après le coup d'État militaire. Il y a des noms qui sont classés par ordre alphabétique des nouveaux ministres, commissaires du peuple, pardon, et le dernier nom a été rajouté car il n'est pas dans l'ordre alphabétique. C'est Staline qui a rajouté une extrémiste sur la liste et qui est commissaire aux nationalités. Lénine s'est rappelé à temps de l'étude faite par le camarade de Staline fin 1912 dans l'exil à Cracovie en Pologne. Et donc le voici d'un seul coup ministre. Quelque temps après, la guerre civile va commencer. Alors là, eh bien, il y aura, premièrement, le souvenir d'une rencontre tout à fait occasionnelle à Vienne, en Autriche, également fin 1912. Des réfugiés russes se voyaient dans un local où on servait du thé dans un samovar, comme en Russie. Il y avait un certain Staline qui était sur une chaise en train de lire, et un nommé Trotsky, qu'il avait rencontré, qu'il avait vu, mais avec lequel il n'avait jamais parlé à des réunions bolcheviques dans différentes capitales européennes, traverse la pièce. Les deux hommes ne se saluent même pas, ils se jettent un regard haineux d'instinct. Staline n'aide pas Trotsky à se servir de thé, il reste dans son coin, l'autre lui jette un regard dédaigneux et ressort. Il l'a écrit dans sa mémoire en disant qu'il eut l'impression presque de voir une espèce de serpent, et on sait d'un autre côté que Staline, dans des confidences assez fidèles, ne dissimula jamais que du premier regard, il avait détesté Trotsky. Eh bien tout de suite, ça va devenir d'actualité quand la guerre civile commence, car après son rôle pendant la fameuse affaire des négociations de Brest-Litovsk avec les Allemands, son slogan de ni guerre ni paix, Trotsky va passer à autre chose, il va devenir le commissaire à la guerre de la guerre civile, et Staline va jouer en rôle du côté d'une ville appelée Tsaritsyn, qui s'est appelée ensuite Stalingrad, et qui s'appelle aujourd'hui Volgograd. Bon, mais qui deviendra Stalingrad parce qu'il va y faire pendant la guerre civile. Front annexe, le grand front principal c'est toute la Russie, et c'est Trotsky qui mène la danse. Alors Staline, là, fait des choses jugées totalement inorthodoxes par Trotsky, dans la nouvelle orthodoxie bolchevique qui règne à Moscou, puisque Pétrograd, j'ai dit Saint-Pétersbourg tout à l'heure, mais la ville avait changé de nom en 1914, c'était devenu Pétrograd. Pétrograd était trop près des lignes allemandes, la capitale avait été déplacée à Moscou, et donc
à Moscou, où dans son train spécial, Trotsky, sur les différents fronts, Trotsky reçoit sans arrêt des rapports sur le camarade Staline qui lui plaisent pas beaucoup, notamment comment il élimine d'anciens officiers tsaristes en privilégiant les nouveaux, les bolcheviks nouveaux, même incultes militairement, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui lui déplaisent dans Staline. Il réclame son blackboulage, sa démission forcée à Lénine, qui fait la fource-oreille, la sourde-oreille. Ce merveilleux géorgien subsiste dans la pensée de Lénine, qui en a besoin comme camarade aux nationalités. Les rapports vont empirer avec Trotsky et le camarade Staline. La guerre civile finira, comme on le sait. Il y aura le retour à Moscou et Staline et Trotsky vont devoir cohabiter. Staline va s'occuper de beaucoup de choses, apparemment tout à fait mineures, comme les rap-corps, les correspondants ouvriers, c'est-à-dire les gens qui font les rapports pour le parti, donc partout où on travaille. Il va s'occuper toujours de ses nationalités. Il va prendre beaucoup de choses avec lui. Petit à petit, il va s'occuper de plus en plus de l'organisation interne du parti. Il va devenir par paliers successifs secrétaire général, c'est-à-dire il est chargé du petit boulot, de désigner qui doit s'occuper de quoi dans les fonctions mineures. Mais il aura le génie, peut-être maléfique, aux yeux de beaucoup de gens, en particulier de Trotsky, de transformer cette fonction en apparence mineure, en apparence bureaucratique, en un outil de pouvoir. Tous ceux qui lui déplaisent qui sont partisans de Trotsky, par exemple, subissent automatiquement une promotion très flatteuse. Oui, mais à 3000 km de Moscou, ou à 2500, ou à 4000, ils sont écartés du centre du pouvoir. Notons-le. Et par des procédés de ce genre, notamment la mise en place des premières écoutes téléphoniques au monde, pratiquement, pour écouter non pas l'ensemble de la population, comme on fait aujourd'hui. Le système stalinien a été largement enfoncé par les progrès de la technique, notamment aux États-Unis d'Amérique. Bon, eh bien, non, lui commence au centre du pouvoir, au Kremlin, et il écoute en particulier le camarade Trotsky, qui ne s'en doute pas et qui exprime toute sa haine et son mépris, ce qui est encore plus grave pour Staline, et son mépris pour Staline, qui est une bruce épaisse et inculte. La légende subsiste encore en 2015. En réalité, Staline est un homme très cultivé, j'anticipe sur la fin. Il va laisser une bibliothèque de 50 000 volumes, tous annotés de sa main. Il les a réellement lus. À cette époque, comme longtemps après la Seconde Guerre mondiale, pour les gens de cette génération, on annotait les livres, on soulignait les phrases importantes au crayon, on mettait des exclamations en marge, etc., au crayon pour éventuellement gommer. Bon, donc dans la bibliothèque de Staline, qui est conservée encore aujourd'hui, 50 000 volumes, c'est impressionnant. Il y a pratiquement tous les livres ont été annotés, donc réellement lus. Il y avait des jours et des parties de nuit où il passait 7, 8 heures, 10 heures, sans interruption, à lire des ouvrages variés. Il possédait à fond le français, l'italien, le grec, évidemment, par le séminaire, le grec, le russe, qui était une langue étrangère pour lui au départ, le géorgien langue dans laquelle il était lettré, sa langue de naissance, personne ne l'a vraiment contesté, malgré quelques polémiques, et l'anglais, etc. J'ai dit peut-être déjà l'allemand, et donc il lisait énormément. Il a lu tout Zola, tout Victor Hugo, déjà au séminaire d'ailleurs, ce qui lui a tiré quelques petits ennuis, tout Victor Hugo et bien d'autres, Voltaire, etc. J'en passe, et des pires. Il avait lu tout ça en français, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'empêche que quand il aura des fréquentations avec des camarades étrangers, avec des chefs d'État étrangers, entendant parfaitement la langue de ces chefs d'État étrangers, il y aura toujours un interprète à côté de lui, alors qu'il comprenait parfaitement ce qu'il se disait, mais il profitait du temps de la traduction.
pour préparer des réponses particulièrement tordues ou des interprétations parfaitement tordues de la part pour son interlocuteur. Voilà. Donc Staline développe ses qualités dans l'ombre et comme on le sait, Lénine a été victime d'un attentat en 1918 par une socialiste révolutionnaire qu'il a laissé diminuer. En plus, il a contracté quelques maladies qui vont développer leurs séquelles. Il commence à décliner. Il laisse son fameux testament où il met en garde contre le camarade Staline et également contre le camarade Trotsky. Le fameux testament de Lénine qui demeurera impublié en URSS pendant fort longtemps et pour cause, récusait les deux candidats à sa succession. L'un devait être Trotsky ou Staline. Alors, comment faire pour les faire coexister? Ça, Lénine n'a jamais eu le temps de le dire. Toujours est-il qu'il décède en janvier 24. Staline montre son intelligence dans les faits. Lui, il est à Moscou. Il est pas parmi les porteurs du cercueil de Lénine à ses obsèques, tandis que Trotsky, empêché par une grippe, continue à rester au soleil du Caucase. Alors là, c'est une faute très grave qu'il a commise, il le comprendra trop tard. Par ailleurs, il est très cassant, etc. Il n'a pas de véritable entourage. On ne pourra jamais parler d'amis vraiment personnels de Trotsky. En revanche, Staline a constitué dès ce moment-là, dès avant, et développé peu après la mort de Lénine, des gens qui lui resteront fidèles jusqu'à sa mort. Même Molotov, qu'il avait pourtant mal accueilli à Moscou en 1917, il y aura Voroshilov, un camarade de guerre civile, il y aura beaucoup de gens comme cela qui, jusqu'à sa mort, quand ils y survivront, quand ils survivront à sa vie, resteront autour de lui. Autour de Trotsky, il y a un certain vide en dehors de sa famille de sang. Pratiquement, il y aura très monde autour de lui. La compétition va s'aggraver entre les deux hommes. Je la résume en une chose très simple. En deux choses très simples. La différence de style, de vie et de comportement. Trotsky joue au super intellectuel. Staline, qui en est un, que ça plaise ou non, ça choquera peut-être d'aucuns ce que je suis en train de dire, mais par sa culture et par la façon dont il se comportera dans sa vie politique, il le prouvera. Trotsky est un intellectuel, indiscutablement, de haute portée, mais il le montrera trop, il s'appuiera sur ça pour témoigner de son mépris envers des gens qu'il considérera comme des arrivistes de la guerre civile, donc Staline. Ça ne lui sera jamais pardonné. Il aura un certain manque de perception de la sensibilité des autres qui lui jouera bien des tours. Staline sera toujours un individu relativement brutal, rusé, dissimulé, qui ne pardonnera jamais les offenses, mais qui saura toujours comprendre les gens qui ont besoin d'être mis en valeur et qui saura en jouer. Grosse différence avec Trotsky sur le plan humain. Autre différence sur le plan politique, elle est colossale. Il y en a un qui dit il faut bâtir le socialisme en Russie soviétique. Maintenant qu'elle existe, priorité à développement de l'industrie lourde, étatisation de la paysannerie, etc. Ce sont les mots d'ordre de l'époque en Russie soviétique, mais c'est la Russie soviétique d'abord. Il ne faut pas déclarer la guerre au monde entier ou la préparer, comme le souhaite un certain Trotsky. Faut éviter de déraper trop en Chine, faut éviter de déraper trop en Europe. Guerre de Pologne, par exemple en 1920, voulue par les camarades Trotsky, qui a failli tourner à la catastrophe pour la Russie soviétique naissante, etc. Développement et intérêt exagéré pour l'international communiste. D'abord, la Russie, ce que Trotsky dénonce comme une déviation. Il faut faire la révolution mondiale, c'est la priorité. Il faut bâtir le socialisme en Russie soviétique d'abord. En fait, Trotsky a raison dans ses critiques.
qui ne peut pas pousser jusqu'au bout tant qu'il ne sera pas exilé en Russie soviétique puis expulsé. Il y a une déviation nationale russe, n'hésitons pas à mettre l'adjectif, chez Staline, que ne connaît absolument pas Trotsky. Quant aux méthodes, le premier qui fera la guerre civile, c'est Trotsky, dès 1918. Il fera occuper des camarades du parti qui lui déplaisent. Il fera exécuter des camarades du parti qui lui déplaisent. En ce qui concerne le camarade Staline, il faudra attendre une bonne dizaine d'années pour voir les premières exécutions, et ce seront d'ailleurs des gens qui, se faisant passer pour ses amis, le trahiront au profit de Trotsky. Ce seront les premières victimes de ce qui deviendra les grandes purges. Bon, ceci étant, ils sont tous les deux, en ce qui concerne le mépris de la vie humaine, à mettre sur le même plan. Si Trotsky l'avait emporté, je doute fort que la Russie se serait, et les autres républiques adjointes, auraient eu moins de victimes. Voilà. Alors j'en finis avec ce sujet très rapidement. On sait qu'il y aura le pacte germano-soviétique. Bon, après les tueries de Koulak, c'est-à-dire de paysans moyens, je signale que Trotsky était exactement sur la même ligne que Staline en ce qui concerne la persécution des Koulaks, les horreurs commises en Ukraine, etc. Aucune différence. J'abrège, il y aura une certaine attitude de Staline, et nous verrons le drame final, enclenché par le pacte germano-soviétique. Trotsky a laissé des écrits, il était à fond pour le pacte germano-soviétique sur la même ligne que Staline. Vous voulez que je continue? Bon, pas la peine. Bon, Trotsky connaîtra ses aventures, Staline le fera liquider en août 1940, fin du chapitre Trotsky, et Staline commet une erreur d'appréciation en l'été 41, il sait la rectifier, il fait un rebondissement sensationnel en juillet 1941 avec son discours, quand les troupes allemandes avancent du fait d'un certain nombre de défaillances et de l'armée rouge et de problèmes techniques divers et variés. Il fait le fameux discours où il commence par citoyens, camarades, frères et sœurs. Alors évidemment, tout le monde est stupéfait de frères et sœurs, et tout le monde s'aperçoit dans les 24 heures, car on voit ressurgir partout les prêtres orthodoxes, les canons de l'armée rouge sont bénis par les prêtres orthodoxes, il s'est passé quelque chose. Est-ce que le camarade Staline se rappelle du temps où il a failli lui-même être prêtre? Ceci est une autre histoire. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont plus que des anecdotes, qui sont attestées par de très nombreux témoins, notamment avec sa mère, qui a vécu jusqu'à 77 ans et qui l'a revu 2 ou 3 fois, après 3 fois exactement après sa prise de pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui attestent qu'il n'a jamais pu trancher le cordon ombilical avec son éducation. Donc, il fait une guerre qui devient patriotique avec le portrait de Souvorov et des généraux du Tsar en face de ceux de Lénine et de Staline à Moscou. Il obtient la victoire que vous connaissez, qui est encore glorifiée aujourd'hui. Et que se passe-t-il? Et là, nous touchons à la fin de cet exposé. Fin 1945. La Bulgarie a été occupée au cours des combats de la Seconde Guerre mondiale par l'armée qui n'est plus rouge d'ailleurs, qui est l'armée soviétique depuis 1943. L'international communiste a été dissous par le camarade Staline en 1943. On a dit, pour les beaux yeux des alliés occidentaux, peut-être qu'il y avait d'autres raisons. À ce moment-là, le bureau politique du parti bulgare demande à être transformé en République socialiste soviétique, puisqu'il s'agit d'un parti communiste slave. Niet de Staline. Il ne veut pas de République socialiste soviétique de plus. Et les camarades qui ont proposé ça, bien connaîtront peu de temps après des mésaventures qui les mèneront par exemple au peloton d'exécution ou à 20 ans derrière les barreaux. Alors évidemment, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? On remarquera qu'il pouvait annexer la Pologne, il pouvait faire des tas de choses, il ne les fait pas, se constituent des régimes sœurs. Bon, alors nous voyons l'extrême prudence avec laquelle il agit. Il y a certes la guerre de Corée, mais la Russie soviétique n'est pas directement en place, pas plus que dans la guerre civile chinoise qui s'était terminée fin 49. Nous voyons qu'il agit avec une extrême prudence, voire le blocus de Berlin, il avance, mais
jamais jusqu'au point de rupture de la guerre. Il disparaît début 1953, on dit qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être eu une troisième guerre mondiale s'il avait vécu. Ce ne sont que des supputations. Tout le monde s'aperçoit de l'extrême prudence. Sa prudence avait été vraiment extraordinaire d'ailleurs au moment du pacte germano-soviétique, quand on réfléchit après coup à ce que cela a signifié. Donc il est toujours très très prudent. Il disparaît, bon, et très vite son héritage est jeté par la fenêtre, etc. En attendant, il avait constitué un empire extraordinaire, s'étendant sur le tiers de la planète, et il n'a pas fait de faux pas. Son régime n'a été renversé ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et le dernier point qu'il faut aborder, mais que reste-t-il de Staline en Russie d'aujourd'hui? Alors s'imaginer qu'il n'en reste rien, non. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, qui ne sont pas tous morts, ont vécu cette période, ils ont transmis ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que la grande victoire de 1945 pour le peuple russe demeure quelque chose qu'on ne discute pas. Et le chef politique, s'il n'a pas vraiment été le chef de guerre, était bien un certain Joseph Staline. Ça reste, et que quand on s'en étudie dans certains détails toute l'histoire de l'Union soviétique, on s'aperçoit que face à l'internationalisme prolétarien, la conquête du monde par le bolchevisme et l'instauration d'une république communiste planétaire, indiscutablement, à titre posthume, Trotsky avait raison, Staline était un traître. Bon, alors, qu'il en reste certaines traces dans des discours d'hommes politiques très connus, peut-être l'un d'eux plus connu que les autres aujourd'hui, c'est indiscutable, d'autant plus quand on sait certains détails personnels de tel ou tel dirigeant actuel par rapport à son père ou son grand-père à cette époque. Donc, l'ombre de Staline, indiscutablement, plane sur la Russie d'aujourd'hui, mais dans des aspects qui ne sont pas ceux que nous reprochons le plus essentiellement à Staline. Il ne s'agit pas de... Bon, prenons les purges. Qui a été tué? On peut dire le nombre de tués à l'unité près, puisqu'on a toutes les photos, la date, l'heure d'exécution, les gens qui ont procédé à l'exécution, etc., pour une bagatelle de près d'1 million de personnes. Tous des membres du Parti communiste de l'Union soviétique. La quasi-totalité avait du sang de blanc, du sang de croyants, du sang de koulaks, j'en passe, et bien d'autres, sur les mains. Alors, bon, est-ce qu'ils n'ont pas attiré le châtiment suprême sur eux par les crimes qu'ils avaient commis avant? On peut se poser une question. Les grandes purges, c'est essentiellement des communistes massacrés par des autres communistes, sur le point capital de savoir, faut-il bâtir une Russie d'abord avec le régime idéal avant d'aller peut-être plus loin, ou faut-il conquérir le monde entier au marxisme? Telle a été la question capitale. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'en souvenir et il faut comprendre pourquoi des Russes en nombre non négligeable ne peuvent pas aujourd'hui, à notre grande surprise, condamner tous les crimes du stalinisme. Alors, posons-nous des questions. Il ne s'agit pas de pardonner, il ne s'agit pas de justifier, il s'agit de comprendre ça et seulement ça. C'est tout.